Isabelle Millet vous informe sur Europe 1. 18h32 sur Europe 1, place à notre fait du jour. Et ce soir, on parle du Tour de France qui va s'élancer samedi de Noirmoutier. Du Tour de France, Carole, et surtout du cas de Chris Froome, le coureur britannique qui faisait l'objet d'une procédure après un contrôle antidopage anormal subi sur la Vuelta et qui, vous le savez, a été finalement blanchi par l'Union cycliste internationale après 9 mois de procédure. Du coup, l'organisation du Tour de France a bien été obligée d'annoncer qu'il serait sur la ligne de départ dans 4 jours, contre toute attente. Et ça pose beaucoup de questions, évidemment, que l'on s'y connaissent ou non d'ailleurs en cyclisme. On va essayer d'y répondre tout de suite avec nos invités. Mathieu Théoran, secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage. Patrick Chassé, journaliste spécialisé dans le cyclisme, commentateur sur la chaîne L'Équipe. Et l'ancien coureur Richard Virenque qui est également en direct avec nous. Bonsoir et merci à tous les trois. Et on en parle aussi bien sûr avec nos auditeurs au 39 21. N'hésitez pas à nous appeler pour participer au débat. Alors pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, on va revenir sur ce contrôle antidopage de Chris Froome lors du Tour d'Espagne. Il révélait un taux excessif de salbutamol. Mathieu Théoran, le salbutamol, c'est un produit qui est interdit en compétition au-delà d'un certain seuil. C'est ça, c'est un produit que prennent notamment les asthmatiques. Oui, c'est la molécule qu'on retrouve dans les sprays de Ventoline. Je pense que beaucoup de monde connaît ce médicament. Il faut savoir qu'il est autorisé par voie inhalée, donc avec ces sprays, si on respecte la posologie maximale qui correspond à un traitement normal de l'asthme. En revanche, il est interdit par toute autre voie d'administration, par exemple par voie orale, qui conduit à des concentrations dans l'organisme plus importantes et qui ont des effets anabolisants, comme les stéroïdes. Dans ce cas-là, c'est interdit. Or, comment est-ce qu'on peut distinguer une prise normale, qui respecte la posologie, et d'un abus de ce médicament? C'est à travers la concentration dans les échantillons antidopage. On a fixé un seuil, les règles fixent un seuil, au-delà duquel on va supposer qu'il y a eu un abus du médicament. Et à ce niveau-là, c'est aux sportifs de s'expliquer. De justifier cet abus, démontrer que finalement que il a respecté c'était bien les médical. doses. Voilà. En l'occurrence, dans le cas de Froome, on peut imaginer qu'il en a pris beaucoup plus que la dose autorisée, 2 fois la dose autorisée. Là, on n'est plus dans la marge d'erreur. Alors, c'est pas qu'il aurait pris 2 fois la dose autorisée, c'est qu'il se situerait, d'après les données du dossier, dans les concentrations urinaires, 2 fois au-delà de ce seuil dont je vous ai parlé, qui constitue en fait un renversement de la charge de la preuve. C'est un seuil qui n'est pas complètement déterminant. C'est pas parce qu'on a franchi ce seuil qu'on est automatiquement coupable. C'est simplement le seuil à partir duquel on demande aux sportifs de s'expliquer. Pourtant, donc, son test a été révélé comme positif. Finalement, ça veut dire quoi? Puisqu'il a été blanchi, ça veut dire qu'en fait, il était négatif. Pourquoi est-ce qu'il a été blanchi? Ça veut dire qu'il a réussi à apporter les explications qui ont montré que, certes, il avait une concentration élevée, supérieure au seuil dans ses urines, mais qu'il avait pu respecter la posologie maximale. Qu'il y avait des facteurs qui lui étaient propres, qui expliquaient qu'en ayant pris un nombre de bouffées de Ventoline normal, il avait quand même, dans ses urines, un niveau anormalement élevé de salbutamol. Et ça demandait du temps. C'est pour ça que la procédure a pris un certain temps. Ça demande des analyses médicales, des expertises médicales. Alors, Patrick Chassé, qui est en ligne avec nous. Patrick Chassé, c'est loin d'être la première affaire de dopage sur le Tour. La plus médiatisée, c'était l'affaire Festina. Il y a eu l'affaire Armstrong, l'affaire Landis, l'affaire Astana. Depuis 98, et cette affaire Virenque, qu'est-ce qui a changé? Tout a changé, tout a changé. Et c'est bien ça qui d'ailleurs rend cette affaire, lui donne un relief tout à fait particulier. C'est que le vélo a été obligé, contraint par les faits, de se mettre à l'avant-garde de la lutte antidopage. Et donc, ça a amené quoi? Ça a amené déjà la création de l'Agence mondiale antidopage. L'affaire Festina a montré qu'il y avait une véritable carence dans la lutte au niveau mondial, dans la lutte antidopage. Donc 2 ans plus tard, après l'affaire Festina, l'Agence mondiale antidopage a été créée. Ça a amené quoi? Ça a amené la mise en place du passeport biologique de l'athlète. Tous les athlètes de tous les sports ciblés, ceux qui participent par exemple aux Jeux Olympiques, doivent justement faire des prélèvements réguliers et subir ce passeport biologique qui permet de faire un suivi beaucoup plus précis des données physiologiques, biologiques, endocrinoliennes, etc. de chaque athlète. Ça a donné aussi, l'affaire Festina, ça a donné aussi d'autres avancées. En règle générale, on peut dire effectivement que le vélo est à l'avant-garde. Et en ce qui concerne le peloton, de l'aveu général, c'est-à-dire de l'aveu des coureurs, de l'aveu des équipes, de l'aveu des observateurs, on se rend compte que ça roule moins vite. On se rend compte qu'il est beaucoup plus difficile de cumuler des performances, comme par exemple remporter
successivement le Tour d'Italie et le Tour de France, l'un derrière l'autre au cours de la même année. Bref, on a quand même des signes directs ou indirects qui nous montrent que le cyclisme est devenu beaucoup plus humain. Ce qu'on peut affirmer, donc, c'est qu'il y a de moins en moins de dopés a priori. Richard Virenque, vous avez été sous les feux des projecteurs donc en 98. On pense à Chris Froome, il a fallu 9 mois pour qu'on considère finalement que son contrôle n'était pas positif. Pour un coureur, cette attente, quand on fait un test douteux, ça doit être terrible. Oui, bien sûr. Je crois que Chris Froome a passé des moments très difficiles. Bon, il a eu, en tout cas, il a fait sa saison quasiment normalement. Il a gagné le Tour d'Italie, il a participé à toutes les courses qu'il a voulu, mais il avait cette épée Damoclès au-dessus de sa tête. Et ça, je pense que ça devait être très compliqué pour lui. Et ce test négatif comme ça au départ du Tour, je crois que maintenant il va être vraiment délivré. Je trouve ça dommage que ça soit révélé comme ça dans la presse, alors que avant que ça soit révélé, il faudrait que que ça reste en petit comité pour que ça soit après jugé. Et après, s'il y a un test positif, il est positif, tout le monde le sait. La présomption d'innocence. Là, il a été mis comme ça, devant tout le monde, comme ça. Oui, il a été dopé, donc vous imaginez son image. Et là, aujourd'hui, bien sûr, il repart comme si rien ne s'était passé. Imaginez sur le Tour de France, il va y avoir des gens qui vont pas vraiment comprendre cette position et peut-être, je le souhaite pas, il risque peut-être de se faire embêter sur le Tour de France alors qu'il ne mérite pas du tout cela. Chris Froome, c'est quelqu'un qui a gagné déjà 4 Tours de France, qui vient pour son 5e Tour de France, c'est un attaquant né, il fait vraiment de la course, le spectacle. Et aujourd'hui, il va devoir gérer ce problème-là, mais il n'y a que lui qui va devoir gérer parce que quand il va se faire agresser, ça peut être compliqué pour lui et voilà, donc il va falloir le protéger en tout cas. Je vous propose qu'on poursuive ce débat dans un tout petit instant sur Europe 1. On va continuer à parler du cas Chris Froome. À tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 3921, 50 centimes la minute. La prévention permet d'éviter des accidents sur la route et à la maison et de préserver sa santé. La prévention, c'est adopter de bonnes attitudes et les transmettre dès le plus jeune âge. La prévention, c'est la mission d'Attitude Prévention, l'association des assureurs français. Attitude Prévention. Les assureurs se mobilisent. Nos conseils sur attitudeprévention.fr. Et maintenant, la météo avec La Paire. Le temps sera calme et ensoleillé avec un ciel dégagé sur l'ensemble du magasin. Prévoyez un petit détour dans la partie cuisine pour découvrir des prix très lumineux. Jusqu'au 6 août, ce sont les beaux jours des prix bien faits chez La Paire. Et on vous offre moins 15% sur une sélection de meubles de cuisine. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Bio-UV Group entre en bourse. Rendre l'eau potable, préserver les océans, supprimer les produits chimiques, assainir l'eau. Bio-UV Group répond aux défis mondiaux de l'eau. Un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2017, près de 50% à l'international, une solide rentabilité avec un EBITDA de 1,1 million d'euros et une ambition. Multipliez par 4 le chiffre d'affaires en 5 ans. Investissez dans une WaterTech. Jusqu'au 4 juillet, devenez actionnaire de Bio-UV Group, spécialiste de la désinfection de l'eau par ultraviolet. La souscription est éligible sous condition au PEA-PME. Un prospectus visé par l'AMF est disponible sans frais auprès de Bio-UV Group et sur le site de l'AMF. Tout investissement en action comporte des risques. Les investisseurs sont invités à se reporter au chapitre facteurs de risque du prospectus. Europe Soir. Isabelle Millet sur Europe 1. Il est 18h41 et on continue à parler du cas Chris Froome sur Europe 1, le coureur britannique qui sera finalement bien présent sur la ligne de départ du Tour de France samedi à Noirmoutier. Chris Froome in extremis au départ de la Grande Boucle, finalement blanchi des soupçons de dopage qui pesaient sur lui. On continue d'en parler sur Europe 1 avec mes invités. Mathieu Théoran, secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage. Patrick Chassé, journaliste spécialisé dans le cyclisme, commentateur sur la chaîne L'Équipe, et l'ancien coureur Richard Virenque. Alors, Patrick Chassé nous disait tout à l'heure qu'il y a eu des efforts faits, des efforts considérables ces dernières années pour davantage de transparence dans le sport et dans le cyclisme en particulier, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir. Est-ce que c'est suffisant selon vous, Mathieu Théoran ? Je ne vais pas vous dire que c'est suffisant, puisqu'on essaie toujours de se perfectionner. On n'est pas satisfait de la situation en tant que telle définitivement, mais c'est vrai qu'il y a eu des gros progrès. Donc on cherche en permanence à avoir de nouveaux renseignements, à perfectionner nos méthodes de détection, notre ciblage des sportifs à contrôler, et il y a énormément ça a été souligné, de nouveaux outils ont été développés tels que le profil biologique
qui nous permet non pas de détecter directement la prise de PO ou des transfusions, mais de voir les effets sur l'organisme et de déterminer, grâce à ces effets, qu'il y a eu une prise de produits dopants et de sanctionner les sportifs. Il y a plusieurs sportifs qui ont été sanctionnés juste sur le profil biologique. Et ça, c'est quand même une révolution de ces dernières années en matière de lutte contre le dopage, et ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la détection des manipulations sanguines. Et ces contrôles sur le Tour de France, puisqu'on parle de ça ce soir, ils sont effectués tous les combien ? Les contrôles sur le Tour de France, ils sont effectués. Alors déjà, la lutte contre le dopage s'appuie sur des contrôles hors compétition et en compétition. Donc tous ces cyclistes sont également suivis en dehors du Tour de France, sur les périodes d'entraînement. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir établir le profil. Il faut pouvoir prendre des échantillons. Ensuite, sur le Tour de France, c'est effectué en permanence, chaque jour, avant le départ, le soir éventuellement. On peut même se rendre dans les chambres des coureurs si jamais il y a des soupçons, diligenter un contrôle en particulier. Il peut même avoir... À l'improviste, de manière totalement inopinée. Donc on a vraiment développé ces dernières années une gamme d'instruments et élargit totalement les possibilités de contrôle sur les sportifs en tout temps et en tout lieu, ce qui nous permet d'être beaucoup plus fin dans la détection. Patrick Chassé, pour en revenir au cas de Chris Froome, comment se fait-il que cette enquête quand même ait pris autant de temps ? On parle de 9 mois, c'est pourquoi ? C'est parce que Froome, il a d'excellents avocats ? Alors, c'est deux choses différentes. D'abord, il faut savoir qu'effectivement, on peut avoir des procédures qui sont longues. Et encore, je dirais que là, elle a été relativement courte. Ça peut étonner peut-être les gens qui nous écoutent, mais en règle générale, je regardais les différentes procédures antidopage. Quand il y a réellement une procédure ouverte, parce qu'on parle parfois, c'est que le temps médiatique est parfois beaucoup plus rapide. Un cas peut être révélé alors qu'il ne va même pas déclencher l'ouverture d'une procédure. Vous savez qu'il y a un échantillon A, après il peut y avoir la demande de l'athlète, l'analyse de l'échantillon B, etc. Et je dirais au bout de la chaîne, il peut y avoir un recours au tribunal arbitral du sport. Donc ça peut durer très longtemps. Je ne peux pas parler de tous les sports, mais en tout cas dans le vélo, on a vu des cas qui duraient, je dirais, 1 an et demi, voire 2 ans, et parfois avec des jugements rétroactifs qui avaient des conséquences, puisque rappelez-vous, par exemple, Contador, qui avait été destitué de son titre dans le Tour de France il y a quelques années. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, ça peut être beaucoup plus long. C'est vrai que là, dans l'attente de ce Tour de France, avec un coureur qui a repris la compétition, avec justement ce passé que l'on voulait absolument éviter, comme celui du cas de Contador que je viens d'évoquer, cette attente était devenue, notamment pour les organisateurs du Tour de France, était devenue insupportable. Mais en règle générale, de toute façon, une procédure ne dure pas moins de 6 mois. Moi, ce que j'aimerais quand même comprendre, c'est que tous les précédents coureurs qui ont subi des tests positifs ont été suspendus. Petaki en 2007, 1 an de suspension. Ulissi en 2014, 9 mois de suspension. À chaque fois, ils avaient des taux inférieurs à ceux détectés chez Froome. Il y a un problème quand même, non ? Il y a un problème ou il y a un progrès. Ça dépend de quel côté on se pose. C'est-à-dire qu'il y a un progrès pour en tout cas les coureurs qui cherchent à être innocentés. Et là, c'est vrai qu'on a, je dirais, une lutte antidopage qui risque de devenir une lutte antidopage à 2 vitesses. Celle qui sera menée, en ce qui concerne la défense de l'athlète, par un staff d'avocats. Dans la Gazzetta dello Sport, hier, on parlait de millions d'euros dépensés pour la défense de Chris Froome. Je ne sais pas si vous réalisez, pour finalement une équipe qui a 35 millions d'euros de budget, alors qu'en face, l'Agence mondiale antidopage doit avoir moins de 30 millions. La FLD, je ne pense pas que notre invité nous le dira, mais je crois, mais corrigez-moi peut-être si je dis une bêtise, à moins de 9 millions d'euros de budget annuel. Donc dans ces conditions, il y a d'un côté les riches qui peuvent effectivement mener des procédures coûteuses, fiables peut-être, mais en tout cas coûteuses et qui prennent du temps, et de l'autre côté des coureurs qui ont peut-être été pris et dont, je dirais, le verdict a été mené de façon beaucoup plus expéditive. Mathieu Théoran hoche la tête. C'est finalement toute cette affaire, elle dépasse le cadre sportif. On est dans le monde du business, il y a des sommes colossales en jeu. C'est ça le problème aussi ? C'est ça qui conduit, et y compris la passion qui s'attache au sport, à exacerber des sujets qui auraient dû rester dans un premier temps confidentiels, puisque effectivement le problème de cette procédure, c'est qu'elle a été révélée avant même qu'on soit sûr que le rapport d'analyse soit anormal. Ensuite, il faut toute la transparence une fois qu'il y a une violation qui a été établie, il faut toute la transparence sur la sanction, mais il y a des moments où il faut au contraire garder ça de manière confidentielle pour que ça puisse procéder de manière sereine. En tout cas, il y a eu un effort d'assainissement des procédures antidopage, du système antidopage pour éliminer les conflits d'intérêts. En particulier, les agences nationales, telles que l'Agence française de lutte contre le dopage, sont indépendantes. Donc il n'y a absolument aucune partie liée économique avec
le milieu du sport. Donc nous, lorsqu'on poursuit un athlète, il nous est parfaitement indifférent de savoir qu'il y a des enjeux économiques. Qui sont ses avocats, etc. Ça ne rentre pas en ligne de compte pour la décision. Une dernière question pour vous, Richard Virenque. Cette suspicion autour de Chris Froome, elle a été aussi alimentée par des grandes voix du cyclisme. Bernard Hinault, dont on connaît le franc-parler, a qualifié Froome de tricheur. Et il a carrément appelé une grève du peloton. Vous pensez, Richard Virenque, qu'il faudrait marquer le coup ? Non, je pense qu'il a été aujourd'hui, il a fallu attendre 9 mois, mais pour moi, Froome a été blanchi. Donc maintenant, je crois qu'il faut laisser la place à la course au Tour de France qui va démarrer demain. Donc je crois que non, Chris Froome a montré les preuves qu'il n'était pas dopé. Et voilà. Et donc on en reste là, quoi. La suspicion, elle a eu lieu et c'est bien malheureux pour son image, tout ça, parce qu'on ne savait pas exactement les tenants, les aboutissants d'un dossier qui devait rester en secret. Ouais, là, ça on l'a dit, ouais. C'est pas normal. Mais bon, maintenant, Chris Froome va faire sa course et heureusement qu'il avait, on va dire, de l'argent pour se défendre, parce que ça aurait été un petit coureur. Eh ben, sa carrière, elle aurait été stoppée, arrêtée, parce qu'il se serait fait licencier sur le champ parce que ce contrôle était anormal, et il n'aurait pas pu se défendre parce qu'il aurait dû mettre des moyens énormes qu'il n'avait pas. Donc ça peut couper aussi des têtes à certains qui pourraient arrêter une carrière sur un malentendu comme Chris Froome vient d'avoir. Donc, Merci beaucoup Richard Virenque. Ce Tour de France, merci à tous. Ce Tour de France, on le suivra bien évidemment sur Europe 1 dès samedi. Et dans un instant, c'est le Journal du Monde avec Gwendoline de Bono.